Donc on va parler de client-side passe traversal et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce concept-là. Donc je m'appelle Maxence Schmitt, donc je travaille chez une boîte de consulting qui s'appelle Doyonsec en tant que Senior Application Security Engineer. On fait quoi? On fait de la recherche de vulnérabilité, de l'audit de code. Principalement, on audite des clients, des grosses boîtes américaines, mais que en mode white box. Donc on travaille beaucoup avec le code source des clients. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter ou LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Donc dans le titre, on a pu voir client-side passe traversal. Avant de parler de client-side passe traversal, on va revenir sur la base de ce que c'est qu'une passe traversale. C'est beaucoup connu dans le monde de la sécurité, notamment quand on parle de server-side passe traversal. C'est quoi? C'est tout simplement la capacité, la possibilité d'utiliser un payload de type .// pour remonter une architecture de fichiers. Par exemple, si on prend une application web qui va lire un fichier comme document.txt, un attaquant, si l'application n'est pas sécurisée, bien sûr, pourra utiliser .// afin de remonter par exemple dans le dossier de configuration et de retourner le fichier de configuration. Donc en fait, c'est toute cette logique de .// en fait qui va être utilisée, mais on va l'utiliser du côté client. Alors quand on parle du côté client, on veut dire quoi? En fait, aujourd'hui, de plus en plus d'applications embarquent une logique, des logiques business et métiers dans le front-end. Donc front-end, choisissez le langage que vous voulez, du React, du Vue, du Next, de l'Angular, peu importe. Mais il y a de plus en plus d'applications qui sont découpées avec une architecture front-end compliquée et des back-end API plutôt simples. Si on prend, je vais vous montrer ce petit bout de code source là, si on prend cet exemple très simple, donc il y a un bout de code React qui va lire un paramètre nommé ID depuis la barre de query, qui va appeler le code de client suivant, qui va tout simplement faire un call fetch afin de dire que la note a bien été élue. Donc il va prendre l'ID de l'utilisateur et va le réutiliser dans cette requête-là. Ça va être une requête POST et bien sûr l'application web va mettre les tokens d'authentification pour dire que l'utilisateur a bien lu comment dire, la note. Alors si on regarde d'un point de vue un peu plus haut niveau, donc on a notre code React et l'utilisateur qui va fetch une note, ça va faire la requête POST derrière sur le backend avec cet ID-là. Donc en tant que personne malveillante, et si on veut utiliser nos fameux .// on va pouvoir le passer à l'ID. On a vu que le code le lisait et le concaténait à la requête. Donc la requête qui sera exécutée derrière par le navigateur sera la suivante. Cette requête-là va être normalisée. Donc on va enlever le .// et tous les répertoires au-dessus. Et au final, on va pouvoir aller taper un autre endpoint que celui qui était prévu. Il va être exécuté avec les tokens d'authentification parce que le front-end les a rajoutés. Donc là, en fait, c'est tout simplement le cas d'une client-side, d'une CSRF, une client-side request forgery. On a forcé la victime à faire une action non voulue. Donc, je vous ai montré un exemple, mais afin de bien comprendre les tenants aboutissants, il faut vraiment comprendre qu'une CSPT, donc client-side path traversal, c'est un reroutage d'une requête légitime fait par le front-end. Et pour comprendre dans le détail, on a besoin de couper le concept en deux. Une partie source, qui va être le déclenchement de cette client-side path traversal, et une partie sync, qui va être qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qui est exploitable avec cette client-side path traversal. Donc sur la partie source, en fait, c'est n'importe quelle entrée utilisateur. Donc ça peut être directement parmi un query parameter, ça peut être depuis le fragment de l'URL, depuis les pass parameters, si le front-end le lit, c'est qui est très courant dans du React par exemple. Et ça peut également être en base de données ou par des ROC serveurs, mais ça c'est beaucoup plus rare, mais il y a eu quelques cas qui existent. Et également, quand on prend en compte une source, on a besoin de prendre en compte de qu'est-ce qui va déclencher la requête API. Donc ça va soit être au chargement de la page, soit ça va être quand l'utilisateur il va cliquer sur un bouton. Et ça va déclencher notre requête API avec les tokens d'authentification. Donc je vous ai prévu une petite démo pour le montrer. Hop. Donc on va s'authentifier avec un mot de passe très sécure, admin 1 2 3. Donc c'est un lab que vous pouvez retrouver sur le GitHub, je vous le donnerai par la suite. Donc là on voit par exemple qu'on a tout simplement un query parameter qui est passé. On regarde ce qui s'est passé dans notre burn, donc il va voir tout le flux. Donc ça, c'était notre première requête, qui a fait une requête GET avec les tokens d'authentification, avec le fameux ID qu'on a donné.
Donc si on peut s'amuser à le remplacer, on va voir que sur notre burp, on a appelé ici l'ID qui a bien été remplacé ici. OK. Est-ce qu'on peut aller plus loin et s'amuser à essayer de taper n'importe quelle API? Et voilà, on peut voir qu'on a pu remonter et faire une requête API. Donc si un attaquant force une victime à visiter ce lien-là, il y aura des requêtes qui seront faites en tant que authentifiées en tant que victime. Et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça dépend beaucoup du sync. Donc comme j'ai dit, ça sera dépendant de la source. Donc dans l'exemple que je vous ai montré, c'était une requête get qui faisait une autre requête get, mais ça pourrait très bien être un post pour faire une CSRF. La valeur peut être juste reflétée dans le chemin, elle peut être reflétée et modifiée. La méthode peut être également différente, c'est pas forcément un post ou un get, ça peut être un put ou delete. Et, euh, et c'est assez courant aussi de le voir, cette requête-là, fait sur un autre serveur, qui est tout simplement être le serveur d'API derrière. Et ça, c'est vraiment dépendant de chaque source. Donc comme je l'ai dit, je vais le redire, c'est un reroutage d'une requête d'API légitime. On ne contrôle pas d'autres éléments que le pass. Donc on ne va pas contrôler la méthode qui est utilisée, on ne va pas contrôler le host vers lequel la requête va être exécutée, et on ne va pas contrôler les différents headers de la requête. Ce qui est souvent un avantage parce que de toute façon, les headers vont contenir les tokens d'authentification, les tokens anti-CSRF. Et également, on n'aura pas la main sur le body. Et cette restriction-là, c'est vraiment spécifique à la source, donc ça dépend comment le front-end, ce qu'il veut faire avec cette requête-là. Comment trouver, donc on sait qu'on peut rediriger des requêtes, mais comment trouver des endpoints qui vont nous intéresser? Bah, alors, il y a plusieurs façons de faire. Ah bah non, le délai. Donc ça peut être par revue de code, si vous avez le code source bien sûr, ça peut être avec des règles SendGrep aussi pour lister tous les endpoints, pareil si vous avez le code source. Avec la documentation API du vendeur, mais les développeurs ne documentent pas forcément toutes les API, notamment peut-être celles qui sont internes et peut-être plus intéressantes. Et vous pouvez également utiliser la fonctionnalité des lambda filters dans Burp. Donc, quand vous avez tout votre historique de requêtes, vous pouvez filtrer. Par exemple, vous recherchez une requête sur le hostname, là, ici sur api.target.com, une requête post de type JSON et qui contient un paramètre. Et ça vous listera tout ce qui correspond à ces restrictions-là. Ok, mais quel est l'impact toujours? Donc, il y a plusieurs impacts qui sont possibles. Tout simplement le premier, c'est un data leak. Admettons qu'on a un endpoint qui est accessible et qui est tout simplement une open redirect. Donc c'est quoi une open redirect? C'est tout simplement, dans ce cas-là, il va lire un paramètre URL et va rediriger l'utilisateur vers n'importe quel site. Donc ça en soi, c'est une vulnérabilité qui existe et qui devrait être corrigée par ailleurs, mais on peut l'utiliser dans notre cas pour chaîner la client-side path traversal qu'on avait. Par exemple, on pourrait très bien dire bah, la note, tu vas aller taper du coup l'onPoint Open Redirect et tu vas rediriger l'utilisateur vers le domaine de l'attaquant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire un get qui va être normalisé. La requête va être redirigée vers l'attaquant. Il va pouvoir leak le token de la victime. Donc on peut voir ici que j'ai un serveur web qui tourne. Et si l'attaquant force la victime à visiter le lien suivant, on peut voir dans Burp ce qui se passe. Donc, on a visité cette page-là, qui a été normalisée, qui a appelé notre Open Redirect, qui a fait la redirection vers le site de l'attaquant. Le site de l'attaquant a été appelé avec les tokens d'authentification. Et du coup, l'attaquant a pu récupérer le token et du coup peut ainsi impersonnifier la personne. D'autres exemples qui est également possible, c'est de type XSS. Donc admettons pareil qu'on ait un front-end qui va lire un ID afin de récupérer toujours une note. Il va récupérer le contenu de cette note-là et va l'afficher. Il y a du délai, voilà. Et va l'afficher dans la page web de façon non sécurisée, donc avec dangerously set inner HTML, où le développeur s'est peut-être dit, bah, de toute façon, ces données-là vont être filtrées et corrigées lors de la mise en place dans la base de données. Et du coup, je n'ai pas besoin de faire ça proprement dans le front-end. Cependant, en tant qu'attaquant, on peut très bien détourner ça en
forçant en utilisant l'open redirect qu'on avait avant et en retournant une note malicieuse qui contient des payloads HTML. Donc on peut prendre l'exemple que j'ai ici. Euh, donc là j'ai ma note sur le serveur de l'attaquant. On peut voir que j'ai des payloads XSS. On va appeler cette requête-là. Donc on peut voir que la XSS a été déclenchée. Et en fait, on a utilisé l'open redirect qu'il y avait avant pour retourner notre note malicieuse, malveillante. C'est de l'ANSI, ils vont me taper sur les doigts si je dis malicieuse. Euh, du coup, on peut voir ce qui s'est passé. Ça, c'était la première requête qu'on a faite, qui a été normalisée ici, redirigée vers notre note. Notre note a été retournée. Et du coup, on a pu déclencher la XSS grâce à ça. Et l'un des derniers cas possibles, c'est ce qu'on appelle des CSRF. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, une CSRF, c'est tout simplement forcer une victime qui est authentifiée sur un site à faire une action. Alors généralement, comment ça se passe ou comment ça se passait, c'est que l'attaquant va partager un lien malveillant avec la victime. Ah oui, oui, ils vont me taper sur les doigts, vraiment, ils vont courir après. La victime ouvre le lien et un formulaire post classique est envoyé et les cookies sont envoyés avec cette requête-là et un changement d'état est réalisé sur la session de la victime. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'exploiter ce genre de vulnérabilité-là parce qu'il y a tout un tas de choses qui existent. Tout simplement parce qu'il y a des bonnes ressources qui existent sur Internet. Donc c'est une vulnérabilité qui existe depuis des années, qui est très très documentée. Il y a plein de bibliothèques qui existent qui permettent d'implémenter ça dans tout un tas de frameworks. Et du coup, ben, les outils sont là pour les développeurs. Et du coup, ben, d'un point de vue attaquant, on s'amuse moins, quoi. Et également, ben, les navigateurs modernes, type Chromium ou Firefox, ils implémentent de la sécurité par défaut maintenant. Ce comportement d'envoyer les cookies sur un site dont ne provient pas le formulaire a été corrigé en quelque sorte. Ils ont mis une protection qui s'appelle Same-Side Cookie Lax par défaut. Et en fait, qui va implémenter cette logique-là. Si la victime se fait piéger, hein, c'est que j'ai pas les mêmes rendus sur mon écran que là. Si la victime se fait piéger et le formulaire est envoyé, les navigateurs vont se dire bah, ça vient pas du même site. Donc j'envoie pas les cookies sur cette requête post qui a un changement d'état, c'est pas normal. Alors, en fait, du coup, ça tue dans l'œuf une grosse partie des CSRF classiques qu'on peut voir. Et c'est là qu'on a l'avantage, en fait, et c'est pour ça que les attaques de type CSPT, donc là, passe traversale pour faire des CSRF, devient tout à fait intéressante, parce qu'on passe cette restriction-là, parce que la requête est faite en tant qu'utilisateur directement sur le site victime. Donc, hop. Donc là, pareil, on peut voir que cette fois-ci, la source, elle est dans le pass parameter. Merci Burp. Voilà. Et dans le pass parameter, si on regarde ce qui se passe dans Burp, on peut voir qu'il va faire un post pour dire qu'il a vu la note avec l'ID qui était passé. Donc on peut, pareil qu'avant, est-ce qu'on a l'injection là-dessus on peut voir que il a bien lu et qu'il a fait son post derrière avec. Ok. Est-ce qu'on peut faire alors, du point slash, mais encodé vu qu'on est en passe parameter. Hop, 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 hop. On a une erreur JSON, mais peu importe. On peut voir qu'on a pu remonter l'API, où il a concaténé un chemin derrière, mais on peut très bien l'esquiver en encodant un point d'interrogation, qui veut dire que ça sera vu comme un paramètre. Et là, on a pu appeler le endpoint CSPT derrière et avoir une CSRF. Donc là, en tant qu'attaquant, on pourrait rediriger cette requête sur n'importe quelle requête post du site pour faire la CSRF. L'avantage, donc par rapport à une CSRF classique et pourquoi les clients de SAP passe traversale, c'est vraiment un atout pour ce type de vulnérabilité, c'est que bien sûr on peut faire du post. Par contre, le désavantage, on ne va pas avoir contrôle sur le body parce que tout va être décidé par le front-end. Et en fait, ça va bypasser tous les tokens anti-CSRF, toutes les protections sur les cookies, etc. Bah parce que c'est le front-end. En fait, c'est une requête qui est censée être légitime sur le back-end qui va être redirigée. C'est assez marrant parce que du coup, on voit des nouveaux concepts, forcer des utilisateurs à faire des requêtes push, put ou delete. Donc, on a déjà eu des cas où on exploitait une requête, une CSRF de type delete pour supprimer le MFA d'une personne.
Et comme d'autres vulnérabilités du côté client, type XSS, qui vont être déclenchées en cliquant sur un bouton, bah, c'est également possible de faire pareil avec des CSPT, quoi. Et autre chose qui est assez sympa, c'est que l'impact, ça va dépendre de la source, en fait, de ce qui va déclencher, de ce que le front-end va faire, et aussi des syncs. Donc en fait, on peut avoir une client-side passe traversable, mais qui ne mènera à rien, parce qu'il n'y a pas de sync exploitable. Et on peut en retrouver une autre sur une autre partie du site, mais qui serait exploitable. Donc c'est assez marrant, parce qu'en plus, en bug bounty, ça peut être qualifié comme deux vulnérabilités différentes, donc c'est assez sympa. Euh, donc c'est bien, il est temps un peu d'exploiter tout ça. Donc j'ai pris deux exemples sur Mattermost, du coup, je vais vous présenter vite fait, c'est juste un outil collaboratif type Slack Teams, qui est collaboratif dans le sens où vous pouvez parler, passer des calls, inclure tout un tas de choses comme des Kanban, etc. maintenant. Donc on va parler de Mattermost, parce qu'ils ont bien voulu que je parle d'eux. Euh, donc le premier, en fait, c'est une exploitation pour faire une CSRF. Donc vous allez voir par rapport à ce que je vous ai montré et démontré auparavant, ça va être exactement le même principe. On a quoi? On a un paramètre telemRunID qui vient de la query, qui va être passé à la fonction telemetry event for playbook run. Cette fonction, elle fait quoi? Elle va prendre notre ID, le concaténer à une requête post qui va être faite en tant qu'API. Et cette requête post, elle est faite en embarquant tout ce qu'il faut pour authentifier l'utilisateur. Donc là, en fait, par rapport au textbook qu'on a vu avant, c'est vraiment le même cas très simple à voir. Donc on va pouvoir le tester en appelant cette API qui est uniquement accessible en tant qu'admin, qui vide juste le cache de Mattermost, qui n'a pas d'impact. Donc, hop. Donc je suis connecté en tant qu'admin. Là, on peut voir le Telem Run ID. Donc le premier lien, pareil, je peux voir que si je marque CSPT, le front-end crash, mais bon, c'est que le front-end, c'est pas grave. La requête post a été faite ici. On revient. On peut jouer avec les points slash pour remonter. On peut voir que le post a été fait. Donc là, on se dit, OK, on a une potentielle CSRF. Et ici, on va, s'il te plaît, merci. Si on va taper l'endpoint qui vide le cache, par exemple, eh ben, on peut voir qu'elle a été appelée avec les tokens d'authentification, etc. Donc si l'admin se fait piéger en cliquant sur un des liens comme celui-ci, il peut déclencher une type CSRF. Donc c'est bien, on a une CSRF, mais pour vider le cache, on s'en moque un peu, c'est pas intéressant. Donc comme je l'ai dit auparavant, ce qu'il faut retenir, c'est que on n'a pas le contrôle sur tous les éléments de la requête. On a juste contrôle sur le pass. Et là, on a pu voir que ça marchait bien. Donc pour comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça, il faut qu'on prenne ces contraintes-là et qu'on regarde qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc on se dit, quels sont les endpoints qui acceptent du post, sur lesquels les paramètres qui sont contenus dans le body ne sont pas mandatory parce qu'on ne peut pas les modifier. Vu qu'on a contrôle sur le pass, on a contrôle sur tous les paramètres query et on peut également passer d'autres paramètres dans le pass. Également le back-end du coup pour Mattermost, mais ce qui est le cas dans 90% des applications que je teste, est l'axe sur le fait d'accepter n'importe quoi. Typiquement, si on a un back-end qui attend un ID et juste un ID, si jamais le front-end lui envoie un ID et autre chose, il va pas se plaindre parce qu'il y a un extra paramètre, il va pas se dire ok, c'est pas ce que j'attends, il va l'accepter. Ce qui nous avantage parce qu'on n'a pas contrôle sur le body. Donc on a listé tout ce qui était possible de faire, on a trouvé ces différents syncs qui étaient intéressants. Donc on va du restart de l'application, du promote un utilisateur en tant que de guest à member, désactiver ou activer des plugins, et surtout le premier, le plus intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité alors qui, j'avoue, n'est pas forcément activée par défaut, mais qui est tout simplement d'installer un plugin sur Mattermost à partir d'une URL. Donc c'est une requête post, on le voit, qui accepte un autre paramètre query qui s'appelle plugin download URL. On va pouvoir faire pointer vers un plugin malveillant que l'attaquant a défini, qui sera déployé sur Mattermost. Donc là, on pourra avoir la RCE dans le pire des cas. Si on regarde à la sévérité de cette vulnérabilité, il faut toujours prendre en compte la complexité et l'impact. La complexité, il faut que l'utilisateur clique sur un lien. Et l'impact, dans le pire des cas, on pourrait avoir la RCE. Donc on est sur une sévérité plutôt élevée.
La seconde, il s'agit de... Donc pareil sur Mattermost, mais d'une requête avec un sync en get. Donc on se dit, ok, c'est bloquant parce que si l'application est bien faite, il ne devrait pas y avoir de changement d'état avec une requête get. Dans les exemples que je vous ai montré précédemment, on pouvait utiliser une Open Redirect histoire de faire fuiter les données d'authentification, mais il n'y en avait pas de disponible sous la main dans Mattermost. Et du coup, on se dit, ok, c'est pas exploitable. Après, on se dit, ok, c'est peut-être pas directement exploitable, mais c'est peut-être exploitable dans un second temps. On s'est posé, on a essayé de réfléchir à des cas qui pouvaient arriver, et on s'est dit, ok, si on a un cas, je vais prendre l'exemple de la note, qui va lire un paramètre ID, qui va récupérer le détail de la note en faisant un fetch sur une API. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était l'exemple que je vous avais montré de la première CSPT. Mais si après, il va utiliser les données retournées histoire de faire une modification, typiquement dans ce cas-là, il va lire la note et va faire un post pour dire que la note a bien été lue. Ce qu'on peut voir, le petit détail, c'est que l'ID qui est utilisé pour faire le post après, c'est l'ID qui est retourné par le premier JSON en fait. Et ça devient intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que... Alors le cas d'usage normal sera celui-ci. On a une note, il récupère la note, ça retourne un JSON, l'ID du JSON est lu pour faire la requête post. Là où ça devient intéressant, c'est, ok, on a notre client-side path traversal ici, on peut aller taper à notre endpoint. Si on arrive à manipuler la valeur qui est tournée, le JSON qui est retourné avec un ID malicieux, on pourra avoir notre CSRF derrière. Donc en fait, on va pouvoir chaîner ces deux client-side path traversal, la première qui va être dans l'entrée utilisateur dans l'ID par exemple, et il faut qu'on retourne, qu'on trouve ce petit gadget, cette petite pièce de puzzle qui va être un endpoint qui va nous retourner un JSON malicieux. Dans ce JSON malicieux-là, il faut qu'il y ait un ID afin qu'on puisse faire notre post derrière. Donc là, on s'est dit, ok, on se réattaque à Mattermost et on regarde si on a ce cas-là, quoi. Donc Mattermost, il a une logique assez simple. Si vous visitez cette URL-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retrouver les détails du channel, vérifier si vous faites partie du channel ou pas, et si vous ne faites pas partie du channel, il va vous ajouter, tout simplement. Si on regarde un peu plus les requêtes qui sont exécutées pour ça, on visite un channel qui s'appelle channel name, on retrouve les détails. Ça va appeler l'API suivante afin de retourner les détails. Il retourne les détails du channel avec l'ID du channel, le display name, le name, etc. Il va vérifier si l'utilisateur est un membre du channel en utilisant l'ID précédent. S'il n'est pas précédent, il va l'ajouter en faisant le post. Donc là, on est typiquement dans le même cas que je vous ai présenté auparavant. On a vu qu'on avait bien une injection sur le nom du channel, pareil en encodant derrière. Cependant, si on arrive à faire ça, du coup, on pourra tout simplement aller taper notre endpoint en utilisant cette CSPT-là, taper n'importe quel endpoint de Mattermost, et le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve le bon endpoint afin de retourner notre JSON malicieux. Et bien si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, on pourra avoir la CSRF derrière. Donc, le gros du challenge, c'est de trouver ce gadget-là afin de lier les deux primitives. Donc, je le répète, ça doit être une requête get qui retourne un JSON malicieux. Et pareil, comment on a fait, toujours la même logique, on regarde quelles sont les contraintes. Donc, c'est une requête get, on n'a pas le contrôle sur le body, on contrôle tous les paramètres du pass et du get, et on doit récupérer l'ID. Alors, on a essayé de modifier des objets Mattermost qui existaient, les ID des objets Mattermost qui existaient, mais ce n'était pas possible, ils n'étaient pas modifiables et générés aléatoirement. Cependant, on a trouvé ce petit endpoint-là. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez très bien changer des fichiers. Ça se fait par des API. Une fois uploadé, le fichier, en fait, vous y accédez par cette requête get avec le file ID derrière. Et il n'y a pas de restriction sur ces fichiers-là. Donc, si un attaquant upload ce type de fichier sur Mattermost, il pourra piéger derrière un admin. Pour ça, en fait, il va faire pointer la CSPT directement sur l'API
sur l'API qui correspond à la lecteur de fichiers. Le JSON malveillant sera retourné et ensuite on aura notre CSRF de bout en bout sans interaction utilisateur autre que cliquer sur le lien, quoi. Donc pareil, j'ai le petit POC. Donc pareil, connecté en tant qu'admin, on peut voir qu'un utilisateur guest il a uploadé son fichier JSON malicieux. On va aller taper le même endpoint qu'avant pour le proof of concept. Hop. Et c'est pareil. Maintenant, si l'admin clique ici, ben en fait, derrière, toute la logique que je vous ai expliquée, c'est exécuté. On peut voir que le CSRF final la CSRF finale a bien été exécutée. Et auparavant, notre get, la première CSPT qu'on avait a été faite et notre fichier malveillant a bien été lu. Donc ici, on a pu transformer une requête get en post afin de faire une CSRF propre. Et pareil, la question se posait qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que j'ai dit que ça dépendait de chaque cas en fait. Mais en fait, les contraintes sont les mêmes que pour la CVE précédente. Donc en fait, là, on peut également devenir avoir les RCE et prendre contrôle du Mattermost, du serveur Mattermost. Si on regarde la sévérité, la petite différence, c'est qu'il faut au moins pouvoir uploader ce fichier-là. Donc il faut au moins être guest. Donc on la considère moins impactant que la CVE précédente. Donc c'est deux scénarios qui existent et il y en a tout un tas d'autres. J'avais déjà présenté Rocket Chat, mais il y en a tout plein que vous pouvez retrouver. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très courant. Et on parle de gadget, cette petite pièce que je vous ai présentée en tant qu'un petit fichier qu'on peut uploader. Mais en fait, je vous en ai déjà parlé avant. L'Open Redirect qu'on avait, ça peut être vu comme un gadget. En fait, on va utiliser cet endpoint-là pour faire autre chose. Ça peut être du JSON-P, par exemple, qui va vous retourner un JSON formaté comme vous voulez. Ça peut être du file upload avec ou sans restriction, donc sans restriction comme il est sur Mattermost, et certaines restrictions qui peuvent être bypassées, que je vais couvrir rapidement. Donc, quand on parle de CSPT, de bypass de fichiers, ce qu'on aimerait avoir, c'est un fichier qui va être lu comme du JSON par le navigateur, mais qui va être valide d'un point de vue back-end derrière. Alors, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend par un fichier JSON valide par un navigateur? Pour cela, on a regardé l'implémentation V8 qui existe dans Chromium notamment. Un fichier JSON, pour lui, c'est un string, un nombre, un true, false, nul, un array ou vraiment un objet derrière. Donc il faut qu'il y ait ce formalisme-là. On voit également que le parseur V8 il va skip tout le début du JSON si c'est des whitespace, donc les whitespace qui sont marqués ici. Et bien sûr, il faut que le JSON soit valide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de double quote à l'intérieur des double quotes, il faut que ce soit escape. Et également les contrôles caractères type anti/n, anti/r, etc. dans un paramètre ou une valeur du JSON, il faut qu'il soit escape également. Le premier cas que je vais vous montrer, c'est un cas que j'ai eu en vrai chez un client. Donc on avait notre client-side passe traversal et on pouvait uploader des trucs, mais c'était que des images. Et nous, on voulait uploader notre JSON pour pouvoir l'exploiter, notre petit gadget. Le client, il utilisait tout simplement FileTab, donc, qui est une bibliothèque Node avec 22 millions de téléchargements weekly, donc considéré secure, etc. Cependant, l'implémentation qu'il en a fait derrière, c'était la suivante. Donc lui, il voulait que des images. Donc il va lire le fichier, il va vérifier si le MIME type il commence avec image slash, par exemple image slash PNG, peu importe. Et il s'est dit, OK, ça sera forcément une image. Mais en fait, non. Parce que comment FileTab fonctionne, il se base sur les magic numbers. Donc il va vérifier en gros les headers des fichiers. Il ne va pas parser tout le fichier. Il va simplement regarder certains bytes du fichier. Typiquement, parmi toutes les images dans tout le code source, on a trouvé l'image WebP. Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder s'il y a marqué WebP à l'offset 8 du fichier. Tout simplement, on peut construire notre petit JSON comme ceci. Donc on a marqué WebP à l'offset 8. Le backend il dit bah, c'est bien une image, je retourne que c'est une image. Et nous on peut voir qu'on a notre client-side passe traversal qui est derrière, qui permet d'exécuter derrière notre CSRF. Donc voilà, entre le front-end et le back-end, ils sont en désaccord et quel est le bon quoi.
Il y a également le cas sur du PDF qui était assez intéressant. Par contre, j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui. Déjà que j'ai prévu de déborder, on va me courir après, pareil. Cependant, je suis là toute la journée, donc vous pourrez, vous me courir après pour qu'on en parle. Je serais ravi de vous en parler. Et comme takeaway, j'avais fait un article de recherche l'été dernier sur le sujet, un blog post, un white paper. Donc, si vous voulez lire du PDF, ça reprend la vulnérabilité Mattermost, vulnérabilité Rocket Chat. Ça fait un peu un état des lieux. Le playground que je vous ai montré, qui est ici, qui reprend les bases des CSPT avec tout un tas d'exemples et également tout un tas de gadgets, dont les bypass de fichiers. J'avais fait un blog post spécifique du coup pour le bypass des images et des PDF. Et il y a 2 semaines, j'ai également fait un blog post qui résume toutes les ressources qui existent, tous les outils, bug report, CTF, lab et tout ça que vous pourrez retrouver. Il y a même des vulnérabilités des collègues de Michelin derrière sur Grafana. Donc c'est un bon point d'entrée si vous voulez vraiment creuser plus, quoi. Et comme conclusion, pour moi, la CSPT et cancel pass traversal, c'est pas une vulnérabilité en tant que telle parce que ça permet de rien faire. Vous avez une cancel pass traversal, ça ne veut pas dire que le site en face est vulnérable. Par contre, ça permet de bypasser tout un tas de restrictions comme pour les CSRF, comme on a vu dans l'exemple. C'est, alors c'est les moins maintenant, mais assez peu connu, ou du moins les gens communiquaient assez peu dessus, mais ça a pris une vraie hype l'année dernière. C'était assez peu connu parce qu'en fait, il y avait peu de docs, parce que bah, les développeurs n'étaient pas au courant de ça aussi. Et par contre, c'est très très commun, quoi. Qui parse les entrées utilisateurs dans le front-end histoire de s'assurer que c'est bien bon, quoi. On fait cette logique-là côté back-end, mais rarement côté front-end, quoi. Et ce que j'aime bien avec ce type de vulnérabilité, de classe, c'est que en fait, ça appelle un peu à la créativité de se dire j'ai un point d'entrée, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que j'ai un gadget? Quel est l'impact, etc. Donc ça demande une vraie réflexion à exploiter, par contre. Et ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a tout un tas d'outils qui existent pour vous aider à rechercher ça. Donc j'avais fait une extension Burp, mais il y a également Kevin Mizou qui a implémenté sur DOMLogger++, qui est une extension Chrome, Firefox, pardon, qui permet de lister ça de façon dynamique dans JavaScript. Eval Villain qui est fait par un collègue qui a la même logique. Donc il y a vraiment tout un tas de trucs qui se mettent en place aujourd'hui là-dessus, quoi. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais. Attends, refais-la moi, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, il va être normalisé par le navigateur avant. Si tu prends l'exemple. Alors, bah, je peux aller dans mon Burp, par exemple, sinon. Si je prends cet exemple-là, là, donc là, je mets rien. Si je mets un point slash, tu vois que dans le back-end, donc ça, c'est le front-end. Le front-end a normalisé. Le back-end voit que ça, en fait. Il voit pas les points slash ici. Ah, sur le get en post, alors de quoi sur tu? Ah oui. Ah ok. Bah, en fait, le principe va être exactement ok, je vois ce que tu veux dire. Le principe va être exactement le même ou non, c'était pas ça, mais je vois ce que tu veux dire. Le principe va être le même. Si tu retournes point slash dans ton JSON, qui va être concaténé et la requête va être faite par le navigateur, par le front-end, il va le normaliser. S'il voit du point slash, il va le normaliser. Euh, hop, 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 hop. Je le retrouve plus. Mais bon, on peut en discuter après pour pas embêter tout le monde.
Le ID, il est pas bon. Pourquoi il serait pas bon? Et je vois pas c'est quoi le problème en fait. On fera du lab, on fera du lab cet après-midi si tu veux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup.